XVIIIe siècle, bien, est éloigné de mes propres perspectives de façon, d'abord par cette espèce de coupure absolue qu'il établit entre l'homme et la nature, et d'autre part, comme une de ces manifestations de cette forme exacerbée d'humanisme, si je puis dire, en séparant l'homme de la nature, on est amené obligatoirement à séparer un certain type d'homme d'autres types d'hommes, et ce que fait en somme l'existentialisme, c'est la théorie de l'homme occidental adulte et civilisé, alors que je crois que tout l'effort de l'ethnologie, c'est de replacer cette forme particulière d'humanité au sein d'une scène beaucoup plus vaste qui est celle de l'humanité totale telle que nous pouvons la connaître dans toutes ses manifestations, non pas seulement celles que nous connaissons par expérience directe et qui engagent nos intérêts immédiats, mais toutes celles que l'humanité a connues ou connaît encore. Si nous étions en mesure de connaître l'histoire des sociétés que nous étudions, bien entendu, nous devrions en faire le plus grand et le plus complet usage. Malheureusement, nous sommes rarement dans la position où nous pouvons le faire, parce que ce sont des sociétés sans écriture, parce que ce sont des sociétés qui ne disposent pas, qui ne mettent pas à notre disposition de documents d'archives, et que l'épaisseur historique dont nous pouvons disposer est beaucoup plus petite que celle qui nous est accessible pour d'autres sociétés. Par conséquent, nous sommes obligés de faire de nécessité vertu et très souvent d'étudier sans référence à l'histoire des phénomènes que nous aurions grand intérêt à connaître dans une perspective historique, mais simplement cette perspective historique nous manque. Bon, d'autre part, il y a le problème que vous posez du rapport entre structure et événement. Bien sûr, dans toute société, il se produit des événements, il s'en produit à chaque minute, il s'en produit à chaque seconde, et ces événements modifient, altèrent le cours de l'histoire de cette société. Il est extrêmement intéressant de l'étudier sous cet angle, de ce point de vue, et dans la mesure où on peut le faire, c'est-à-dire où on a une durée d'observation suffisamment longue, il est indispensable également de le faire. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que bon nombre ou la plupart de ces sociétés sans écriture que nous étudions s'efforcent elles-mêmes de résister à ce cours de l'histoire qui les emporte au même titre que n'importe quel autre, et elles le disent très bien elles-mêmes, lorsqu'on leur demande d'expliquer pourquoi elles pratiquent telle ou telle coutume, pourquoi elles ont telle ou telle croyance, la réponse la plus fréquemment obtenue, c'est que les ancêtres l'ont toujours fait de cette façon-là. Et c'est par le recours au mythe, c'est-à-dire par ce qui s'est passé à l'origine des temps, que ces sociétés tendent à se justifier elles-mêmes leur présent. Ce sont donc deux perspectives en quelque sorte complémentaires que nous pouvons prendre sur elles. Nous pouvons les étudier soit sous l'angle de la structure, soit sous l'angle de l'événement. Les deux choses doivent être faites. Simplement, il est extrêmement difficile de les faire les deux en même temps, de les faire les deux à la fois.
Pourquoi est-ce que depuis des millénaires, et vraisemblablement des centaines de millénaires, et peut-être même davantage, puisque les paléontologistes nous apprennent que le passé de l'espèce est beaucoup plus lointain que nous ne le pensions précédemment, pourquoi est-ce que les hommes ont consacré une telle part de leur temps à inventer et à se répéter et à écouter avec délectation des histoires qui n'ont ni queue ni tête? Vraisemblablement parce qu'elle leur fournissait un certain nombre, ici j'emploierai à nouveau un terme dont je me suis servi, des schèmes, des principes régulateurs, et en essayant justement de démonter les mythes comme on pourrait démonter des mécanismes d'horlogerie, de comprendre comment ils sont faits, on voit qu'il y a une ressemblance et une différence entre la pensée mythique et la pensée scientifique. La ressemblance, c'est que comme la science, les mythes cherchent à expliquer. La différence, c'est qu'au lieu de chercher à expliquer, si je puis dire, coup par coup, comme fait la science, qui recourt à certains types d'explications dans l'ordre physique, certains types d'explications dans l'ordre biologique, d'autres encore dans l'ordre psychologique et ainsi de suite, eh bien, le mythe est un type d'explication qui cherche à expliquer tout à la fois, qui cherche à dégager un schème d'articulation qui rendent compte de la totalité de l'expérience d'une société, depuis ses rapports avec le monde, et quand je veux dire le monde, c'est le ciel étoilé au-dessus de nous, et puis les plantes qui y poussent, les animaux qui y vivent, le climat qui y règne, et ainsi de suite, et puis l'ordre social lui-même, tel que cette société le conçoit, tel qu'elle le vit et tel qu'elle l'a créé. Il est bien clair que ça n'est pas par un effort réfléchi que les mythes se construisent. D'abord, ce sont des œuvres collectives. Je ne veux pas dire par là qu'à un certain moment, à certaine époque, il n'y ait pas eu quelqu'un qui ait d'abord raconté une histoire, mais cette histoire n'est devenue un mythe qu'à force d'avoir été entendu, répété, réentendu et re-répété, et ainsi de suite, et être devenu une création collective par toutes sortes d'ajouts, de suppressions qui se sont faits au cours des âges, et où par conséquent la pensée consciente n'intervient pas. Donc la mythologie était un domaine où, comme dans d'autres, mais peut-être mieux encore que dans d'autres, on pouvait essayer de saisir la pensée inconsciente dans son fonctionnement et dans ses opérations. J'ai été frappé que les mythes des Indiens d'Amérique du Sud, en tout cas des Bororo, qui m'ont fourni le premier mythe d'où toute l'analyse a démarré, que ces Indiens donc sont extrêmement sensibles à l'opposition que nous faisons en langage ethnologique entre la nature et la culture, mais que pour eux le passage d'un règne à l'autre règne n'était pas tellement défini comme nous pourrions le faire nous-mêmes par l'invention des outils ou par l'apparition du langage, mais par le passage de la nourriture crue, qui est celle des animaux, à la nourriture cuite, qui est celle par excellence de l'humanité. Et c'est l'opposition fondamentale dont je suis parti, le fil conducteur qui m'a servi à essayer de comprendre les rapports qui pouvaient exister entre un certain nombre de mythes, mythes sur l'origine du feu de cuisine, où il est tout à fait clair qu'il s'agit en effet du passage de la nature à la culture par la conquête du feu, et des mythes qui semblaient tout à fait différents et n'avoir aucun rapport avec le précédent, puisqu'au lieu d'être question de feu, il était question d'eau, mais que l'on pouvait précisément interpréter de la même façon en faisant des images symétriques, comme vues dans un miroir ou à l'envers des mythes dont je parlais. Et c'est ainsi que, de proche en proche, j'ai essayé d'articuler
toute une partie du discours mythique des Indiens d'Amérique. Ça, c'était l'objet du premier volume, mais en même temps, il posait, cette analyse posait un certain nombre de problèmes, et dont l'un d'entre eux, peut-être le principal, était qu'il semblait y avoir dans les mythes certains problèmes qui se posaient avant même le cru, si je puis dire, et d'autres qui se posaient après le cuit, que l'opposition du cru et du cuit était une opposition trop simple, trop élémentaire, qu'il y avait du plus que cru, qu'il y avait du plus que cuit. Et ceci m'était imposé par la place que les mythes même que j'avais examinés faisaient à deux substances comme le miel sauvage et le tabac, qui m'ont donc obligé à envisager cette espèce de retour à l'état de nature que représente pour les Indiens sud-américains la collecte du miel sauvage pendant la saison sèche, la place particulière que le tabac fumé ou bu occupe dans leur rite et dans leurs croyances comme moyen de communiquer avec le monde spirituel, soit dans un cas une sorte de retour à la crudité et dans l'autre cas un passage au-delà de la catégorie du cuit, puisque c'est au-delà de la catégorie de la culture. Ceci était le deuxième moment, mais qui lui-même posait des problèmes, et je dirais volontiers des problèmes d'un autre ordre, puisqu'il se trouvait qu'au fur et à mesure que j'étendais ma prospection, que j'intégrais de nouveaux mythes à ceux que j'avais précédemment analysés, j'étais obligé non pas seulement de me poser de nouveaux problèmes, mais d'élargir le champ géographique de mon enquête et de faire progressivement appel à des mythes provenant d'Amérique du Nord, en plus de ceux provenant d'Amérique du Sud, ce qui, naturellement, m'obligeait à faire un certain nombre d'hypothèses d'ordre historique sur le peuplement de l'Amérique et les raisons pour lesquelles il était possible de considérer que les mythes des deux Amériques parlaient un langage commun et qu'un dialogue s'établissait entre eux. Mais cet élargissement géographique, puisque le troisième volume, L'origine des manières de table, passe d'Amérique du Sud en Amérique du Nord, à peu près au premier tiers, en même temps élargissait la problématique qui était celle à laquelle j'étais confronté dès le début. Et ces manières de table, qui sont un aspect de l'éducation générale, amenaient à leur tour à poser des problèmes plus vastes qui sont ceux du rapport entre l'humanité et la féminité dans ce grand problème général du passage à la nature, à la culture, où les femmes représentent justement dans la pensée des Indiens américains une catégorie de l'humanité plus proche de la nature et la partie masculine plus proche de la culture, et que le problème du passage de la nature à la culture se transforme donc en quelque sorte en un problème d'éducation des filles. C'était donc à la fois un élargissement géographique et un élargissement systématique, et bien entendu, il me restait une dernière étape à parcourir, c'est après m'être considérablement éloigné de mon point de départ, en m'en éloignant encore davantage, constater que j'étais revenu à celui dont j'étais parti. Car dans les versions nord-américaines, la conquête du feu, au lieu d'être le résultat d'une petite rencontre entre un enfant perdu et une bête sauvage des bois qui en était le propriétaire, devient l'enjeu d'une guerre cosmique entre les habitants de la Terre et les habitants du ciel. Et par là même, je pouvais démontrer que ça n'était pas à tort que j'avais, dès le départ, élargi un mythe, à peine un